retour sur le plateau Equinox Soir. C'est la dernière ligne droite pour cette édition. Jeudi Equinox Soir, toujours en compagnie de Armand Tsa du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Marcel Olivier dit de l'UFP et il est là, Aloïs Parfait, Voum Social Democratic Front. Je commence par vous, Aloïs. Le département d'État américain déplore le manque de volonté politique de la part des principaux partis et belligérants dans cette crise anglophone. Donc, pour le département d'État américain, les torts sont partagés. Oui, je pense que c'est le constat que nous pouvons faire, même à l'intérieur de ce pays. Le constat selon lequel il n'y a pas une totale volonté de résoudre cette crise. Je ne sais pas sur quoi les uns et les autres comptent. Mais toujours est-il dit que toute guerre finit par une table de négociation. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à la première partie, on aurait dû commencer par la table de négociation. Maintenant, on le constate tous que nous sommes dans une situation assez difficile, assez fragile. La litanie de mesures ne convainc plus à rester sur place. Il faut aller plus loin pour que cette crise s'arrête, ou cette guerre s'arrête. Et elle se complexifie au fil des jours. On a constaté qu'on est parti du nord-ouest, sud-ouest à l'ouest, très récemment. Et les méthodes sont différentes, avec des bombes artisanales, des attentats, des personnes qui n'étaient pas des civils qui continuent à être tués, des déplacés de guerre. Je peux vous dire que dans les Bamboutos, selon le rapport de notre responsable local, c'est 20 000 nouvelles personnes qui sont dans ces zones. Et on ne sait pas qui est qui maintenant. Et la façon dont on a vu l'attaque de Galim prouve qu'il y a des actions synchronisées. Il y a une reconnaissance du terrain, certainement en journée, pour venir frapper à la même heure et le commissariat et la brigade. En pleine obscurité. En pleine obscurité. Voilà notre obstacle. Et un obstacle? Oui, c'est d'ailleurs ce que je veux dire. Oui. Voilà un autre paramètre qui favorise, n'est-ce pas, cette guerre. Parce que le fait qu'il y ait l'obscurité en permanence permet aux infiltrés de frapper quand ils veulent et comme ils veulent. D'ailleurs, le communiqué de l'armée ou bien du porte-parole de l'armée révèle que ça s'est passé dans le noir. Ce qui signifie que l'un des problèmes, c'est aussi celui lié à la fourniture d'énergie. Là où c'est sombre, il est facile de frapper. Et c'est ce qui s'est passé. Et notre responsable local nous dit que on coupe la lumière dans les Bamboutos presque tous les soirs. Donc, c'est pour dire que la crise est progressivement en train de prendre une autre forme et de toucher d'autres territoires. Et c'est pour cela qu'on appelle cette crise une guerre asymétrique. Parce que les guerres asymétriques ont ceci de particulier, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours l'adversaire, à quel moment il frappe, qui est-ce qu'il va frapper. Voilà pourquoi il est important que les acteurs, que sont le gouvernement et les séparatistes, que chacun fasse un effort d'avancer vers la paix et non de faire un pas en arrière vers une situation inconfortable, parce que ce sont des vies humaines que nous perdons tous les jours. Et comme je l'ai dit, c'est la jeunesse. J'entends rarement que c'est des personnes de 50 ans qui sont décédées, que c'est des personnes de 60 ans qui sont décédées, mais vous comprendrez tous la tranche d'âge aussi entre... Les deux côtés, séparatistes comme les forces de l'ordre. Entre 22 ans, les gendarmettes, entre 22 ans et 30 ans. Donc ça veut dire que c'est une tranche de la population aujourd'hui qui est en train de disparaître du fait de cette guerre. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'y a pas de solution. Si on a enclenché une guerre, c'est qu'on savait
qu'il y a des solutions. Et il faut les trouver. Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec Olivier Ndi. Oui, avec M. Ndi, de donner l'impression que la solution est essentiellement externe, que c'est uniquement les intérêts extérieurs qui sont à l'origine de ce problème. Non, le problème c'est que pendant des années, des gens ont eu l'impression qu'ils étaient frustrés, et ils ont décidé malheureusement d'utiliser leurs moyens de défense. À côté de cela, on a eu un gouvernement à qui on a demandé de ne pas suivre cette voie guerrière. Parce que la voie guerrière, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Les deux gendarmes là ne savaient certainement pas que du jour au lendemain, elles seraient tuées de cette manière. C'est la même chose que nous autres qui sommes ici à Yaoundé. Ça peut arriver. Il y a le fonctionnaire de police aussi. Hein, voilà, les fonctionnaires de police. J'ai une pensée évidemment pour toutes ces familles qui meurent. Mais je pense, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de forces centrifuges au sein du gouvernement. Centrifuges avec des options. Il y en a qui sont plus extrémistes, ou bien qui pensent que la solution est essentiellement militaire. Il y a d'autres qui pensent que la voie du dialogue est peut-être la meilleure. Mais on a l'impression que ce sont ceux qui choisissent la voie des armes qui ont les choses en main tous ces jours-ci. Malheureusement, et comme je l'ai dit au départ, le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité des hommes et des personnes, aujourd'hui, je ne suis pas certain que cela puisse encore être forcément sa priorité à cet âge. Parce que à son âge aujourd'hui, il pense plus à un repos. Et les problèmes de guerre, de résolution de guerre, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je disais, montrez-moi dans un pays au monde où quelqu'un a engagé une guerre ou bien a conduit une guerre à cet âge-là. Parce qu'il a d'autres préoccupations. Et quand on voit d'ailleurs que ce soit la forme de la communication du gouvernement, que ce soit les réactions, et on a l'impression qu'on subit au niveau diplomatique. Et c'est là où je pense que les séparatistes ont certainement une longueur d'avance. Ils amènent toute la diplomatie mondiale pour dire que voici, chacun utilise son art. Au niveau de la communication, nous subissons la communication. Parce que je me serais attendu justement, quand on parle d'une armée professionnelle ou bien d'une gestion professionnelle de la guerre, que chaque jour, qu'on nous fasse le point, ou bien de façon régulière. Nous avons eu telle cible, elle a été atteinte, il y a eu quelques bavures, ce sont des dégâts collatéraux, et voilà, on nous donne le renseignement au fil des jours. Si on continue à attendre que des ONG ou bien d'autres personnes nous donnent l'information pour réagir, ça devient de l'amalgame et tout le monde se perd. Ok. Olivier dit justement, le rapport du département américain est clair. Un manque total de volonté politique pour résoudre cette crise. Oui, que le gouvernement américain le dise, cela rejoint précisément ce que j'étais en train de démontrer. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes un chef de famille et que vous avez des enfants chez vous, lorsque ces enfants-là commencent à atteindre la puberté, il naît une sorte de complexe d'Édipe. À partir de là, si cet enfant reçoit un discours en dehors de la maison, cet enfant-là va être extrêmement rebelle. Il ne va plus jamais vous écouter. Par contre, s'il ne reçoit aucun autre discours de l'extérieur, la pression que vous allez mettre sur lui va le remettre dans les rangs. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Le rapport du département d'État américain qui accable le Cameroun nourrit justement la radicalité des séparatistes. Et ils s'appuient sur ça. Ils savent que un rapport ajouté sur l'autre va finalement attirer cette fameuse communauté internationale qu'ils font la cour en commettant les atrocités les plus immondes. C'est justement ça. Que
Parfait, vous me dites que moi je ne suis pas un défenseur du chef d'État, je ne le défends pas. C'est de ton droit d'ailleurs. Oui, je ne le défends pas parce qu'il y a tout un membre du gouvernement qui est chargé de défendre le chef d'État. Que parfait, vous me dites que à 87 ans, on ne peut pas conduire, on ne peut pas. Mais je trouve que c'est trop léger. Parce que le chef d'État a des conseillers militaires, c'est pas lui qui va sur le terrain. Il a des stratèges qui réfléchissent pour lui et qui apportent des solutions. Donc l'âge, le poids de l'âge ne devrait même pas poser un problème. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand parfait vous me dites que il faut que les deux parties fassent des efforts politiques, je suis en train de le réitérer ici. Les séparatistes ne veulent pas la main tendue du gouvernement. Ils n'en veulent pas. Parce que justement, ils restent courtisans de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'eux, ils se multiplient dans des atrocités, en espérant et en mettant tout le temps le mot génocide devant. De telle sorte que la communauté internationale, les États-Unis par exemple, la France par exemple, finissent par dire mais non, arrêtez, c'est trop, il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Donc je dis que pour que cette crise prenne un coup vers sa sortie, il faut que la communication du gouvernement supplante celle des séparatistes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faudrait que le gouvernement, au niveau de la diplomatie, travaille également pour montrer toute leur bonne foi. Parce que le département d'État américain qui les accuse de mauvaise foi, il faut qu'ils fassent justement des sorties pour démontrer à la communauté internationale que ce que nous faisons, c'est vraiment dans le sens de trouver un apaisement. Je vais revenir un peu, par exemple, sur le cas de ce qui a généré cette crise. Toutes les revendications, si vous lisez... Non, vous parlez des sorties des membres du gouvernement. Oui, je parle des sorties des membres du gouvernement. Depuis un certain temps, les sorties, toutes ne disent pas la même chose. Toutes ne disent pas la même chose, malheureusement, c'est un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau, il y a justement un problème, et c'est ça que nous, à l'UFP, nous reprochons à ce gouvernement. Parce que, voyez-vous, ce qui dérange ce pays, c'est justement cette gouvernance conservatrice. Est-ce que c'est pas le ministre Sadi qui devait, en tant que porte-parole, véritablement porter la voix du gouvernement? Le ministre doit porter, mais parce il faut savoir que ces autres sorties-là viennent un peu diluer l'action du ministre Sadi. Oui, il y a beaucoup de canaux de communication. Oui. C'est-à-dire que l'armée peut communiquer, tout comme le gouvernement peut communiquer. Oui. Maintenant, en termes de stratégie de communication, comme c'est l'armée qui est sur le terrain, il faut que l'armée, quand il y a, je prends le cas par exemple de Ngarbou, ce que on doit reprocher à la communication du gouvernement liée à ces événements, c'est qu'elle intervient pratiquement 3 jours. Oui, 3 jours. 3 jours. Pratiquement 3 jours. 3 jours. L'événement a eu lieu le 14. Les événements, c'est le 17 qui viennent communiquer. Que l'armée a communiqué. Or, l'armée, il n'y a pas dans un pays quelqu'un qui est plus informé que l'armée. Et donc, l'armée devait anticiper. Et c'est là où, justement, ils ne comprennent pas encore que c'est une guerre aussi de communication. Parce qu'à chaque fois, dès lors que les séparatistes communiquent avant, le gouvernement est sur la défensive. Ils sont obligés de se justifier. Alors que si eux, ils avaient précédé les séparatistes dans la communication, ils n'auraient pas eu la possibilité. Et c'est pour ça qu'on entre justement dans la guerre des chiffres. Ceux-ci disent 20, d'autres disent 5. Et moi, je ne voudrais pas entrer comme parfait dans la guerre des chiffres, parce que justement, quand il dit que 20 000 personnes sont entrées, je me demande quand est-ce qu'il a eu le temps de faire le recensement pour savoir qu'il y a eu effectivement tel nombre de personnes qui sont entrées. Donc, je dis que la stratégie des séparatistes, c'est que dès qu'il y a un cas, ils multiplient ce cas-là par 10 pour démontrer à chaque fois qu'il y a génocide. Ils veulent démontrer à qui? À la communauté internationale. Pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle vienne au Cameroun. Et qu'ils arrivent à la situation où on dit qu'il faut diviser le Cameroun en 2. Voilà ce que je m'égosille à expliquer à Parfait qu'il ne comprend pas. Il pense que je fais de la philosophie. Non, il ne s'agit pas de la philosophie. Ce sont des faits. Donc, je dis que j'étais dans la dynamique des solutions, parce que nous, à l'UFP, quand nous accusons cette gouvernance immobiliste et conservatrice, parce que justement, elle n'aide pas
elle n'aide pas le pays. Les gens sont mélancoliques, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus travailler. Et c'est ça que l'UFP a décidé, c'est à ce niveau justement que l'UFP a décidé de travailler pour déconstruire ce RDPC parti-État qui gêne justement le développement de ce pays. Tant que nous n'avons pas déconstruit le RDPC parti-État, nous allons toujours nous enliser dans des difficultés et nous aurons du mal à sortir. Qu'est-ce qui justifie, je finis par là, rien ne justifie qu'une crise qui a déclenché en 2016, c'est en 2019 qu'on vient faire un grand dialogue alors qu'on demandait, c'est pour ça justement qu'on les accuse de mauvaise foi, de manque de volonté politique. Pourquoi ils ne peuvent pas être réactifs? Dès qu'il y a un événement, ils agissent. Dès qu'il y a des gens qui vont dans les plateaux télé, ils proposent des solutions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces solutions-là et les appliquer immédiatement? On voit en France, dans les pays développés, aux États-Unis, lorsqu'il y a un problème, il y a réunion de crise et tout de suite, il y a une réaction. Pourquoi est-ce que notre gouvernement ne peut pas agir pareillement? Parce que justement, c'est un gouvernement qui sème l'immobilisme pour accoucher justement tout ce que nous voyons là. Ok. Amanta, justement sur cette accusation entre guillemets, c'est un manque de volonté politique. Votre camp est... Vous êtes accusé là? Oui, le gouvernement... Comme il a dit, hein, c'est en 2019 qu'on organise le grand dialogue national. Oui, effectivement. Alors qu'il y a après tant de morts. Oui, oui. Effectivement, à ce niveau, il y a eu une certaine lenteur. L'État... vous savez, les invariants de la diplomatie camerounaise sont basés sur les mots que le chef de l'État prononce toujours. Il est très attaché à la souveraineté, l'intangibilité des frontières, la coexistence pacifique. L'État a voulu être très, très, très puissant. Et il faut reconnaître quelque chose. Lorsque l'ambassadeur américain, on en parlait tout à l'heure, s'est entretenu avec le chef de l'État, le deuxième point, c'était leur volonté commune de voir le Cameroun atteindre l'émergence en 2035. Alors, on ne peut pas atteindre l'émergence si on n'a pas de la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, si effectivement on peut ajouter la santé dont on est en train d'en parler. Maintenant, en géostratégie, on résout un conflit en fonction de son type de déclenchement. Il y a généralement 4 types de déclenchement de conflit. Ça peut être par décision, ça peut être par contre-coup, ça peut être par maturation, c'est-à-dire on mature un conflit avant qu'il se déclenche, ça peut être par occasion. Tout porte à croire quand on observe le cas du Nozo, que c'est un conflit qui a été déclenché par occasion, à la suite des revendications corporatistes des avocats. Ça veut dire qu'il n'y a pas un leadership qui avait été bien huilé et outillé. Aujourd'hui donc, le MINAT a eu à nous faire certaines révélations. Il y a des informations qu'il serait en sa possession par rapport à ce qui finance, c'est-à-dire l'économie de guerre qui se passe localement et à l'extérieur. Et je dois rappeler également que le MINAT est le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Alors, ça veut dire qu'il dispose de beaucoup d'informations. À partir de ces informations, ça peut être un relais pour faciliter à ce qu'on enclenche la résolution de ce conflit. C'est-à-dire autour des négociations et pour essayer de construire des concessions. Parce que c'est ce qui est clair. Lorsque vous allez en négociation, vous devez comprendre que quel que soit le cas, vous allez céder et l'autre partie va céder aussi. Mais le gouvernement a eu une certaine lenteur, mais le gouvernement a également fait beaucoup plus d'efforts que le côté des séparatistes. Mais je l'explique, pour moi, je peux le comprendre parce que j'ai comparé les séparatistes au Cameroun à un moment donné au gilet jaune qu'il y a eu en France. Lorsque les gens balançaient toujours cela, les gilets jaunes n'étaient pas structurés, ce n'était pas une organisation bien structurée, il n'y avait pas un leadership. À partir de cette base, les négociations peuvent donc être enclenchées. On peut associer d'autres partenaires, parce que lorsqu'on parle de communauté internationale aujourd'hui, la communauté internationale est déjà au NOZO, les agences des Nations Unies et les ONG. Dans le nouveau système de relations internationales, les ONG font partie de la communauté internationale et du champ des relations internationales. Donc, le gouvernement a fait beaucoup plus de concessions. Les séparatistes, peut-être parce qu'ils étaient mal organisés, ils n'ont pas
céder le plus rapidement possible. L'armée également a joué un grand rôle de dissuasion, parce que moi j'ai toujours reconnu notre armée est une armée professionnelle. Au Cameroun, on ne quitte pas le caporal à lieutenant, ça ne se fait pas. Ils ont des diplômes militaires, on les a vus enseigner des élèves dans les écoles là-bas. Il y a des infirmiers, il y a des médecins. Et vous voyez même le travail que notre génie militaire est en train d'abattre. C'est une référence. Il est donc clair aujourd'hui que les négociations doivent donc être enclenchées sur de nouvelles bases, mais en tenant compte également, pas seulement de la mauvaise volonté, ce que ce communiqué, ce rapport ne retient pas. Il y a également l'économie de la guerre qui s'est organisée des deux côtés. Que ce soit du côté des séparatistes, on doit reconnaître également que du côté, ça peut être des forces régulières ou bien des civils même. Il y a ceux qui souhaitent que cette guerre perdure parce qu'ils en tirent un certain bénéfice. C'est pour cela que généralement, lorsqu'il y a une guerre, je convoquais ici des intellectuels, tous ces spécialistes, qu'on repart sur de nouvelles bases, mais également en écartant certaines personnes qui représentent une gêne dans ces négociations. Parce que vous vous souvenez que depuis qu'on avait commencé à négocier avec ces séparatistes, il y a des personnes dont les séparatistes ont dit ne pas vouloir avoir comme interlocuteur. C'est très important de disséquer. Les sociologues peuvent facilement comprendre à ce niveau et très facilement avec des couloirs humanitaires qui seront ouverts parce que les gens sont en train de souffrir là-bas. Lorsque les gens évoquaient le cas du Sri Lanka ici, ou bien du cas libyen, du cas rwandais, le plus souvent lorsqu'il y a une crise ou il y a un conflit, si la diplomatie, il y a toute une diplomatie humanitaire, c'est elle qui se met en action. Elle négocie avec le gouvernement parce qu'elle doit implémenter le droit de la guerre. C'est-à-dire que les blessés militaires, la Croix-Rouge, les mouvements de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, oui, avec le Croissant-Rouge, avec d'autres organismes, peuvent à la fois soigner les militaires camerounais et des rebelles, parce qu'il y a une protection également des civils, protéger les ambulances, les hôpitaux, tout ce qui est circonscrit au niveau de la diplomatie humanitaire. Donc les efforts sont à faire. Des deux côtés, les deux côtés doivent également comprendre que les concessions seront faites. Mais le gouvernement a assez fait de concessions. Et il y a un grand dialogue qui a été organisé. Peut-être les mécanismes opérationnels ont été mal enclenchés parce qu'il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises. Lorsque, par exemple, un leader amazonien, on peut le présenter devant une foule de milliers de personnes dans une place de cérémonie et le laisser rentrer chez lui, sans que sa sécurité ne soit garantie. Non, on lui a demandé d'aller parler à ses... On lui a demandé d'aller parler à ses frères. Même en lui demandant d'aller parler, c'est pas comme ça que ça devrait être fait. Et, cela devrait être, ne serait-ce qu'avec des méthodes de sécurité dissuasives. Cela peut de plus en plus rassurer ceux qui sont en brousse. Il y a tellement de spécialistes qui peuvent amener à ce que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de voix discordantes et que la paix revienne. Parce que aujourd'hui, c'est à l'ouest qu'il y a eu exactement. Prochainement, ça pourra être dans une autre région et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Voilà, merci Armanta d'être venu. Cher monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'édition. Merci. Honorable, j'ai failli dire honorable Parfum-Vous, mais voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Le meilleur est à venir dans tous les cas. Voilà. Merci Parfum-Vous d'avoir accepté cette autre invitation. Merci à vous également, Marcel Olivier Ndi de l'UFP. Voilà. Armanta, merci une fois de plus. Oui, je vous remercie. Merci pour le RDPC. Comportement ce soir. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir. Le 13e arrondissement de Paris.